Bonjour à tous. Alors on ne peut pas commencer cette séquence sans avoir un mot pour deux journalistes qui certes sont très éloignés de l'Europe mais qui rendent et qui font honneur à notre profession. J'ai nommé bien sûr Maria Ressa et Dmitri Muratov qui, comme vous le savez, ont été récompensés par le prix Nobel de la paix vendredi dernier. Et ce sont deux journalistes qui sont en lutte pour défendre une information libre, indépendante. Et c'est d'autant plus important, cette décision du Nobel, que dans nos démocraties de plus en plus fragilisées, se multiplient à la fois les fausses informations et les entraves au travail quotidien des journalistes. Alors, le journalisme en Europe, c'est un champ un petit peu vaste. L'Europe est un sujet très hétérogène. On peut parler de quelques pays qui sont en situation de quasi-exemplarité, on ne va pas chipoter, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, et puis tout en bas du classement de Reporters sans frontières, enfin pas tout en bas mais vraiment pas bien placé, la Bulgarie, le Monténégro, sans oublier ces démocraties illibérales comme la Hongrie et la Pologne. Et je voudrais qu'on commence avec vous, Gulliver. Vous êtes le correspondant de France 24 à Kiev, mais vous passez régulièrement les frontières et vous revenez d'une zone qui est l'est de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie, où on observe un fort afflux de migrants que le gouvernement polonais ne veut pas montrer, et cette zone est même quasi interdite aux journalistes. Pas quasi interdite aux journalistes, elle est complètement interdite aux journalistes. La Pologne a décrété l'état d'urgence sur toute une zone qui longe toute la frontière avec la Biélorussie et allant de 3 à même 12-15 km de la frontière à certains endroits. Ni les journalistes ni les travailleurs humanitaires sont admis et je pense que la raison c'est assez simple, c'est parce que les autorités polonaises procèdent à des refoulements qui sont c'est questionnable mais probablement illégaux. Et ces migrants sont repoussés en Biélorussie. Parfois, on ne sait pas, mais on pense que souvent, quand ils sont dans un état de santé très mauvais et quand il y a un grand risque que les autorités biélorusses ne les réadmettent pas en Biélorussie. Et la raison, on ne peut pas vraiment comprendre d'autres raisons pour ne pas admettre les journalistes que le fait qu'ils ne veulent pas qu'on montre ça. Et cela est aussi accompagné, et c'est là où ça rejoint un peu plus la scène générale avec les médias en Pologne, d'une rhétorique dans les médias pro-gouvernementaux et par les représentants du gouvernement, comme quoi les médias de gauche et les médias internationaux aussi seraient contre le gouvernement polonais et voudraient exploiter les cas de migrants qui sont en mauvaise santé, qui sont avec des enfants, qui ont de vraies raisons, des demandeurs d'asile, que nous, on voudrait les exploiter pour nuire au gouvernement polonais. Dans les médias pro-gouvernementaux, il y a toute une campagne de rhétorique comme ça. Et en fait, il y a une sorte de, par la force des choses, confirmation de cette rhétorique partiellement que je pourrais vous expliquer, parce que les travailleurs humanitaires qui sont là, eux aussi, ils veulent nous amener rencontrer les migrants qui peuvent sortir de la zone d'exclusion. On peut les rencontrer au moment où ils sortent de cette zone d'exclusion, mais généralement les migrants qui veulent nous parler et les migrants que les travailleurs humanitaires veulent nous montrer, ce sont les migrants qui sont avec les enfants, ce sont les migrants qui ont de vraies raisons de demander l'asile, alors que bien sûr, il y a des centaines d'autres migrants qu'on peut bien sûr sympathiser avec eux, mais qui ne sont pas là avec des enfants, qui sont des jeunes hommes, etc. Et nous, on ne les montre pas aussi parce que les travailleurs humanitaires ne veulent pas nous les montrer, mais pour de raisons avec lesquelles je peux sympathiser aussi, parce que s'ils ne nous les cachent pas, c'est les gardes-frontières qui risquent d'arriver, qui risquent de les renvoyer dans la forêt, où en ce moment il fait moins 7, moins 8 degrés la nuit, ils risquent de mourir. Qu'est-ce qu'elle traduit, cette peur de montrer la réalité, Pauline? C'est une forme de paranoïa du gouvernement qui est dominé par le parti Droit et Justice, le PiS, en Pologne?
Je crois que c'est une façon en fait d'orchestrer l'information et finalement de ne pas accepter que toute information qui dérange en fait la politique du PiS, toute information qui fait pas, qui ne va pas, qui ne suit pas en fait la ligne du parti, ne doit pas être diffusée. C'est un mouvement en fait. Le PiS est venu au pouvoir en 2015. Il a pris le contrôle des institutions judiciaires et des médias dès son arrivée au pouvoir, et en fait n'a eu de cesse depuis 6 ans de contrôler les médias, d'abord les médias publics parce que c'est plus facile, la télévision On commence publique, toujours par là. Exactement. Finalement de faire comme le voisin hongrois dont on parlera tout à l'heure, mais d'essayer en tout cas de copier ce modèle, et puis de mettre au pas les médias indépendants, ces fameux médias d'ailleurs qui s'intéressent à ces questions de migrants, ces fameux journalistes en fait qui se rendent à la frontière avec la Biélorussie, qui tentent justement de documenter en fait la situation qui se passe en Pologne et qui ne peuvent pas. La répression aujourd'hui contre les journalistes sur le terrain en Pologne est absolument énorme. En fait, on s'est habitué à avoir vraiment une détérioration ces 5 dernières années, mais un journaliste peut être menacé. Il y a vraiment un harcèlement judiciaire envers certains, des pressions contre le principal quotidien de gauche, Gazeta Wyborcza, mais contre l'ensemble des médias, les petits médias indépendants, les médias en ligne qui ont essayé de survivre, toutes les plateformes en fait qui essayent de produire de l'information. Donc c'est finalement l'expression de ce qui se passe depuis plusieurs années. Il y a une réalité à la frontière avec la Biélorussie, entre la Pologne et la Biélorussie, et ces journalistes depuis quelques mois depuis quelques semaines ne peuvent pas documenter ce qui se passe sur le terrain. Alors cette volonté de contrôle est parfois assez subtile, bien qu'on en connaisse les ressorts. Je pense à ce groupe de médias qui a été racheté, qui appartenait à un propriétaire allemand, qui a été racheté par un consortium lié au pétrole, si je ne me trompe pas, dont le dirigeant est un proche du gouvernement. C'est comme ça que ça marche. Écoutez, ce sont des méthodes qui sont appliquées également en Hongrie. Grosso modo, ce que veut le parti au pouvoir, en tout cas Kaczynski qui dirige le PiS, c'est repoloniser les médias. On a beaucoup entendu ce terme qui est un petit peu étrange. Donc repoloniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait reprendre le contrôle des médias qui sont détenus par des investisseurs étrangers. Donc c'était d'abord dans le collimateur les investisseurs allemands et autrichiens, avec des groupes comme Axel Ringier et Springer il y a quelques années. Donc c'était une volonté discrète finalement de reprendre le contrôle et de chasser ces investisseurs, de mettre en place finalement des législations qui les découragent. Et puis maintenant, Discovery, donc, qui détient une chaîne qui s'appelle TVN, qui est la première chaîne d'information privée ultra puissante, ultra regardée en Pologne. Et grosso modo, ça veut dire reprendre le contrôle et donc fournir une information qui convient au PiS. Et qui ne parle pas des migrants surtout. Oui, j'ajouterais juste, pendant que j'étais dans l'Est, la capitale régionale Białystok a 2 journaux régionaux qui étaient donc dans ce groupe Axel Ringer et qui a été racheté, Polska Press ça s'appelle, qui a été racheté par Orlen, la compagnie pétrolière dont l'État contrôle 30%, je pense, des actions, mais en réalité le contrôle, les journalistes protestaient parce qu'on essayait de leur imposer une rédactrice en chef complètement inexpérimentée, qui n'avait pas du tout le profil pour faire ce boulot-là, mais qui était idéologiquement dans la ligne du parti. Et les journalistes à Białystok faisaient de la résistance, mais clairement, ils n'ont pas beaucoup d'options, très souvent, de faire de la résistance pendant longtemps, parce que financièrement, ils n'ont pas d'autres options. Donc l'une des options financières ou politiques pour échapper à cette censure, c'est aussi d'aller sur Internet et de devenir un média en ligne. D'ailleurs, c'est le cas de Klub Radio. Mireille, vous êtes avec nous, je pense que vous nous entendez. Klub Radio, c'était l'une des premières radios indépendantes en Hongrie. Le gouvernement vous a retiré votre licence d'exploitation en début d'année 2021. Vous vous êtes replié sur Internet. Comment est-ce qu'on travaille dans ces conditions-là ?
First of all, bonjour à tous les participants. And now I exhausted all my French. Voilà, j'ai dit tout ce que je pouvais dire en français. Thank you for Merci the possibility. de me donner la possibilité Yes, de Club Radio m'adresser has been, avec vous. in a way, Vous avez victim for raison, 11 years Club now Radio of, est depuis the 11 pressure ans on the une government. victime de la pression First, in 2010, exercée par they l'État. had Dès stripped, 2010, Club Radio of, nous advertising avions perdu l'accès aux revenus all those media outlets publicitaires. that they were considered, anti-government or critical C'était le cas of the pour tous ceux government. qui étaient considérés comme étant This des was, médias anti-gouvernementaux ou distortion critiques of de the l'État, à tout le advertising moins. market. And then these, Et puis ensuite, news outlets or media were ces bought organes de up by presse ont été government-friendly rachetés circles. par And now, des since hommes d'affaires 2018, proches du pouvoir. Et puis, depuis 2018, units are 540 under government control. unités, si l'on peut recipe. dire, And sont the reason effectivement why I'm contrôlées par l'État. having this to Alors, you, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce qu'il y a une coordination très étroite entre le PiS en Pologne donc, et le Fidesz en Hongrie. Ils échangent des informations, mettent en commun des technologies. Club Radio a perdu 90% donc de ses revenus qui étaient liés à la publicité en 2010. Et aujourd'hui, nous dépendons des financements du public, de nos auditeurs et de fondations. Nous avons, sur les 10 dernières années, accumulé près de 2 millions d'euros de la part de nos auditeurs. Ça montre bien qu'il y a un vrai besoin que nous comblons. Nous jouons un vrai rôle de service public, nous racontons les informations, nous servons de forum de débat, nous parlons des zones rurales, des Roms, des questions liées au LGBTQ. Et donc, la seule façon de réussir, c'était de transformer Club Radio en une société multimédia. Nous sommes une société une radio sur Internet, on est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur Internet. Et puis, deuxièmement, nous sommes soutenus donc par notre public. Donc, le financement vient essentiellement du privé. Vous faites aujourd'hui partie des quoi? 2%, 5% des médias complètement indépendants en Hongrie? On est sur ce genre de statistiques? Oui, je dirais qu'il y a environ 95% des médias et du public qui est informé soit par le gouvernement ou par des sociétés qui sont détenues par le gouvernement ou contrôlées par le gouvernement. Il n'y a pas de médias de service public tel qu'on le connaît en Europe occidentale parce que les services publics de la télévision, de la radio ont vraiment été transformés en organes de propagande. Ils sont les porte-parole du gouvernement et c'est quelque chose qui est très différent de l'Europe de l'Ouest. Et la plupart du temps, ils transmettent des fausses informations, des fake news. Et c'est quelque chose de différent dans la plupart des pays. C'est sur Facebook et sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, que l'on transmet les fake news ou qu'elles se propagent. Mais en Hongrie, en ce qui concerne par exemple la migration, les fausses informations sont transmises par les médias de service public contrôlés par le gouvernement. Ces médias installés, Pauline Hadès-Mével, qui propagent des fausses informations, c'est inquiétant pour l'éthique journalistique, ça l'est aussi pour l'éducation aux médias de la population. Absolument, et Mireille a signalé effectivement que la radio Club Radio était aujourd'hui diffusée sur Internet. C'est important pour les régions en fait. Je pense qu'un des problèmes que j'ai vu moi en Hongrie, c'est la pression qui est exercée sur les médias régionaux. Il n'y a pas que Budapest et je pense que c'est extrêmement important de continuer de sensibiliser à toutes ces questions dans la capitale où on est évidemment plus à même d'accéder aux journaux et à l'information, mais aussi en région parce que cette propagande que Mireille a évoquée, elle est très présente effectivement ailleurs, là où la population a moins accès à une diversité, un pluralisme de l'information. Donc, et donc d'autant plus perméable à ces informations
qu'elle prend souvent pour argent comptant. Vous nous disiez aussi, Mihai, en préparant cette séquence, que vous déplorez un manque de solidarité, qu'il n'y a pas d'organisme capable réellement de vous défendre, vous, en tant que média indépendant en Hongrie. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une vieille histoire, finalement. Malheureusement, la communauté des journalistes en Hongrie est très divisée. Il y a un certain nombre de syndicats, un certain nombre d'associations professionnelles qui auraient dû représenter les journalistes hongrois. Et dans le cas de pression du gouvernement sur un journaliste, ou par exemple un porte-parole du gouvernement qui ne veut pas lui répondre à ces questions, eh bien les journalistes, par exemple, ne vont pas le défendre en France ou en Italie ou même aux États-Unis. Dans ces cas-là, la profession des journalistes agit de manière solidaire. Mais avec ce paysage qui est fragmenté et divisé, eh bien c'est plus simple pour le gouvernement de faire ce qu'ils veulent. Le grand problème qui existe aujourd'hui en Hongrie, c'est l'accès à l'information. Il y a le secret, existe partout, les informations sont secrètes, et comme vous l'avez dit, depuis 2015 en Hongrie, eh bien, il y a un état d'urgence pour l'immigration qui s'impose dans tout le pays. Et cet état d'urgence est utilisé comme prétexte pour empêcher les journalistes de se rendre dans les régions frontalières. On ne peut pas aller à moins de 10 km de la frontière. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans ces régions. On ne sait pas, par exemple, comment sont traités les migrants qui viennent de Serbie. Il y a beaucoup de plaintes de la part des migrants qui expliquent qu'ils sont agressés et renvoyés en Serbie, mais on ne peut pas avoir de preuves puisque les journalistes n'ont pas accès à ces régions. Et pendant la période de la Covid, il y a eu des problèmes également et nous sommes encore sous cette pression de la Covid. Il y a des lois extraordinaires qui sont en place pour cette raison, aujourd'hui encore, et qui ont pour objectif d'empêcher de transmettre des fausses informations. Ils peuvent vous attaquer en justice pour cela. Oui, le Covid a souvent eu bon dos et permis des lois d'exception pour museler encore davantage la parole des journalistes. Merci beaucoup, Mihai, en tout cas, pour votre témoignage. On parlait de pression, d'intimidation. Il y a aussi des pays où les contraintes contre les journalistes se traduisent par des arrestations, des violences physiques. C'est notamment le cas en Biélorussie, où Gulliver, vous vous êtes rendu assez souvent aussi. Vous connaissez très bien ce terrain-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce point de vue-là, sur cette pression maximale à l'encontre des journalistes, à la fois locaux et étrangers comme vous? Alors, j'ai pu aller en Biélorussie 3 fois depuis le début des manifestations en août 2020. Malheureusement, après l'élection présidentielle, ouais, et c'était très frustrant parce qu'ils m'ont pas donné l'accréditation et ils renvoyaient les journalistes qui essayaient d'y rentrer sans accréditation à la frontière pendant le mois d'août et septembre. Et finalement, au mois d'octobre, j'ai eu une accréditation, ouais, donc j'ai pu y aller. Une fois qu'on a une accréditation, on est souvent questionné par la police et on a souvent besoin de montrer son accréditation, mais en termes de contraintes au travail, c'est beaucoup plus la peur qu'on a d'exposer des gens avec qui on serait amené à parler, qui sont des gens liés à l'opposition ou des journalistes d'opposition, parce que, en tout cas, l'ambassadeur de France m'a dit, et j'ai toutes les raisons de le croire, il faut penser qu'on est suivi de partout, que tous les journalistes accrédités, ils savent ce qu'on fait, c'est pas la peine d'essayer de s'esquiver à cela, sauf un moyen, c'est on laisse le téléphone à l'hôtel, on part sans téléphone pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une chance de ne pas penser qu'on est suivi. Vous n'étiez pas suivi physiquement? Non, je veux dire, ouais, qui monitore, comme vous dites, ouais. Qui doivent savoir où on est, ouais, qu'ils ont accès à nos téléphones, géolocalisation, ce genre de choses, ouais. Mais évidemment, c'est pour les journalistes biélorusses que la situation est vraiment terrible. Je ne sais pas en ce moment combien sont en prison, mais depuis le mois d'août 2020, il y a eu plusieurs journalistes qui ont été arrêtés. Mais être arrêté, ça arrive très régulièrement, même aux journalistes étrangers. Moi, ça m'est arrivé une fois en 2017, mais pas là récemment. Mais beaucoup d'autres journalistes étrangers ont été arrêtés. Mais là, ils sont
pour la plupart du temps détendus pendant quelques heures, et puis il y a une ambassade qui intervient, ils sont libérés, alors que les journalistes biélorusses, ça arrive qu'ils sont condamnés à des peines de prison de plusieurs mois. Après avoir été copieusement tabassés assez souvent aussi. Ça peut arriver aussi, oui. Et puis, surtout, il n'y a plus aucun média indépendant légal en Biélorussie. Malgré que depuis 1996, la Biélorussie est plus ou moins un régime autoritaire où il n'y a pas d'élections libres, il y avait tout de même, jusqu'en juillet 2020, il existait des médias indépendants légaux qui publiaient en version papier et en version sur Internet. Mais en juillet, c'est Naša Niva qui a été fermé. Pour moi, c'est le dernier média vraiment indépendant qui maintenant n'existe plus. Maintenant, ils se sont reconvertis en canaux sur Telegram, des trucs comme ça. Pauline, on a l'impression, entendre ces différents témoignages, que finalement, ça va de plus en plus mal. Alors, en tout cas, ça ne s'arrange pas. Juste pour terminer sur la Biélorussie, 450 journalistes ont été mis en prison depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko en août 2020. Une trentaine sont toujours détenus. Donc, c'est vraiment grave. 450, c'est absolument énorme vu la taille de la Biélorussie. La situation ne s'arrange pas. La petite note d'espoir, c'est le sursaut européen qu'on a vu en Pologne ce dimanche, des manifestations, des milliers de personnes dans les rues de la capitale et ailleurs pour manifester leur désir de rester dans l'Europe. Pas de polexit, en tout cas c'est ce que disait le message, ces masses de gens réunis. Avec des lois et des valeurs européennes. Exactement, avec des lois et des valeurs européennes portées par l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk. En tout cas c'était l'appel qu'il avait lancé. Donc ça montre quand même que la Pologne, en tout cas la Pologne de Jarosław Kaczyński n'est pas la Pologne d'aujourd'hui, qui a un vrai souhait, il y a une vraie envie d'Europe. Donc ça c'est vraiment très important de le rappeler. Je ne sais pas si Gulliver, vous avez l'air de... La Pologne est surtout un pays extraordinairement divisé. Et les médias aussi, ils se sont complètement polarisés. Vous avez pas... Il y a les médias qu'on va dire indépendants, les médias comme TVN, sont souvent qualifiés de médias d'opposition, et c'est le cas de le dire, mais je ne sais pas si je ferais autrement si j'étais rédacteur en chef d'un de ces médias dans la situation actuelle, mais c'est vrai que ça devient, par la force des choses, des médias qui pratiquement font campagne pour l'opposition, qui soutiennent ces manifestations, qui ne cachent pas quel côté de la scène politique ils soutiennent, ce qui, pour certains, est problématique aussi, qu'il y a un manque d'informations neutres. Et juste, je voulais dire pour l'anecdote que quand je suis en reportage, surtout en province, en Pologne, ou à des endroits où c'est des gens qui soutiennent le gouvernement, systématiquement, tu arrives avec la caméra et ils te disent « J'espère que vous n'êtes pas de TVN ». C'est la première chose qu'ils disent. Parce qu'on leur a, dans les médias pro-gouvernementaux, articuler une image de TVN comme un média affreuse qui fait de la propagande pour l'opposition, exactement l'image miroir de l'image que nous, si vous voulez, en tant que libéraux, on a de la télé publique d'État. Il y a beaucoup d'entreprises de dénigrement des médias indépendants, libres, de la part des organes gouvernementaux. Oui, systématique. Voilà, ça témoigne vraiment d'une détérioration. Et je crois que c'est vraiment une tendance qu'on voit au sein de l'Union européenne et pas seulement en Europe de l'Est. On le voit en Slovénie. Récemment, il y a eu donc l'arrivée d'un Premier ministre, une espèce peut-être d'élève de Viktor Orban qui applique le même type de méthode. On le voit quand même en République tchèque également. On a vu quand même les assassinats qui sont produits. En 2017, on va malheureusement célébrer le 4e anniversaire de l'assassinat extrêmement violent d'une journaliste maltaise, Daphne Caruana Galizia, assassinée par une bombe placée sous sa voiture le 16 octobre 2017, suivi dans la foulée d'un assassinat en Slovaquie, un jeune journaliste d'investigation, lui aussi, qui enquêtait sur la corruption comme Daphne Caruana Galizia en février 2018. Avec une légère accalmie, bien que les journalistes d'investigation soient sous pression, extrêmement mal à l'aise, et on le sait, ils s'organisent en consortium parce qu'ils ont
peur aussi d'être éliminés. Et puis récemment, en 2021, 2 tragédies à nouveau. Un journaliste grec, Georgios Karavas, qui a été assassiné il y a 6 mois cette semaine. L'enquête n'avance pas, on ne sait rien. C'est un journaliste qui travaillait sur les réseaux criminels. Dans la foulée, Peter de Vries, un journaliste néerlandais, qui a été assassiné lui aussi, un spécialiste des réseaux criminels. Ça montre en fait d'abord l'importance de ce qu'apportent ces journalistes d'investigation, ce qu'ils sont capables de ramener et les pressions qu'ils pourraient exercer sur leur gouvernement. C'est ce que faisait Daphne Caruana Galizia. Ça montre aussi les dangers auxquels ils sont exposés. C'est totalement inédit. Il n'y avait pas ça dans la décennie précédente au sein de l'Union européenne. Donc ça questionne bien sûr sur l'état de notre liberté de la presse. Est-ce qu'il y a quand même des contre-pouvoirs possibles? Est-ce que, vous le disiez, les réseaux de journalistes s'organisent pour publier des enquêtes, ce qui les protège en quelque sorte? On est plus fort à plusieurs que seuls. Ça veut dire que c'est le modèle de demain pour mieux exister? C'est un modèle, effectivement, parce que c'est finalement partager le contenu, c'est d'une part publier à plusieurs, comme on le voit chaque fois qu'un consortium publie une enquête. C'est aussi mettre dans un coffre-fort une information qui est difficile à révéler. Et ça veut dire aussi, pour les commanditaires de ces assassinats, parce qu'il y en a, sont des personnes qui sont puissantes. On l'a vu en Slovaquie, on pense, en tout cas, le commanditaire présumé de l'assassinat de Jan Kuciak est derrière les barreaux. Ça envoie un message que même si vous assassinez le messager, vous n'assassinerez pas le message, il est transmis à d'autres et de toute façon ça passera. Une dernière chose, tous ces journalistes, y compris les journalistes anti-mafia en Italie, se connaissaient, travaillaient ensemble, que ce soit Daphne Caruana Galizia avec Paolo Borrometti en Italie qui échappe à des attentats régulièrement, mais aussi Jan Kuciak, ces journalistes au Monténégro aussi qui enquêtent sur les réseaux criminels. Tous ces journalistes partagent des informations, donc ils travaillent sur les mêmes sujets, la corruption, les réseaux criminels, la collusion aussi parfois avec les États, et ça montre qu'ils sont peut-être plus puissants, mais ils sont aussi plus menacés par les autorités ou les réseaux criminels, bien sûr. D'un mot pour terminer, leur point commun, c'est aussi que les enquêtes n'avancent pas beaucoup. Malgré des déclarations assez optimistes des gouvernements, on a peu de progrès en réalité, que ce soit dans le cas de Daphne Caruana Galizia ou de journalistes grecs. Alors, à Reporters sans frontières, on espère avoir contribué à faire avancer des enquêtes, en tout cas à Malte, en tout cas avec la pression exercée en Slovaquie, celle qu'on exerce en Grèce. Les Pays-Bas mènent une enquête très sérieuse sur l'assassinat de Peter de Vries. Je crois surtout que la Commission européenne, et c'est aussi notre mission à Reporters sans frontières, a pris le 16 septembre un engagement, c'est de faire que la sécurité, la protection des journalistes soit vraiment essentielle et en tout cas un sujet qui devient majeur. Et cela, ça contribue à la pression sur les gouvernements. Il faut que les États membres aujourd'hui fassent siennes ces recommandations, fassent ces recommandations qui pour l'instant ne sont pas contraignantes. Mais un pas a été franchi. Merci beaucoup Pauline. Gulliver, un mot de la fin pour conclure ce paysage pas très optimiste quand même du journalisme en Europe. La seule chose que j'avais pensé à dire à la fin, ce serait juste de toucher un tout petit mot sur l'Ukraine, où il y a une situation un peu différente, comme je suis correspondant à Kiev, même si je couvre la Pologne aussi. En Ukraine, je trouve qu'il y a extraordinairement beaucoup de journalisme d'investigation de assez bonne qualité qui ne trouve pas d'audience, qui n'a pas d'impact. Les investigations sont publiées et c'est publié seulement sur des sites des médias qui sont soutenus par exemple par les États-Unis, qui n'ont pas l'audience grande parce que c'est les chaînes qui sont contrôlées par les oligarques qui ont la grande audience. Et souvent on lit des choses très choquantes et puis personne n'en parle, personne n'est choqué. C'est aussi peut-être que parce que les Ukrainiens se sont trop habitués à lire ces investigations et oui, à une lassitude. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Merci Mireille, en direct donc de Budapest. Mireille voudrait prendre la parole, une petite intervention. Alors rapidement. Il y a un développement très inquiétant que nous avons vu en Hongrie. Nous avons vu, il a été révélé que des journalistes d'investigation étaient surveillés par les services secrets. Et le gouvernement a acheté en Israël le logiciel Pegasus
et ces journalistes d'investigation qui essayaient, par exemple, de trouver de l'information sur les Panama Papers, les Pandora Papers, leurs téléphones ont été infectés avec ce logiciel Pegasus qui a été utilisé en Israël contre le Hezbollah, par exemple, et maintenant ce même logiciel est utilisé pour cibler les journalistes d'investigation qui travaillent sur les problèmes au niveau du gouvernement en termes de financement. C'est quelque chose de très inquiétant, ce nouveau phénomène, et je voulais vous le rappeler. Merci. Merci à vous.